Eh oui, bonjour madame et monsieur les policiers, oui, bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien, oui. Je voudrais reporter un délit, je vous appelle pour ça, oui. Oui, il y a un monsieur sur la toile là, il est atteint de TFAmisme, là on n'en peut, non, on n'en peut plus. So let's begin. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feeling. Aujourd'hui, je vais revenir sur la carrière d'une jolie femme, mais surtout d'une chanteuse, actrice. Et là, je vais revenir sur sa carrière musicale. Donc, on va essentiellement parler de son côté musical. Donc, on va parler de Christina Milian. Et j'aime bien comment elle dit son nom. Je sais pas vous, mais j'aime quand elle-même elle dit son nom, en fait. Allons-y. Je trouve que c'est un peu sexy, je sais pas, ça a un côté, ça rend tout beau, en fait, la manière dont elle dit son nom. On vient encore refaire, on redit encore qu'elle dise là, on entend bien. On va revenir sur la carrière de Christina Milian. Et en fait, ce qui va être intéressant dans la carrière de Christina Milian, c'est que, en réalité, je dis toujours que Christina Milian, elle a eu un problème inversé et malgré tout, c'est-à-dire que, contre elle-même, contre sa propre volonté, finalement, elle a réussi à se placer sur le problème que tout le monde va avoir avant tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme si sans le vouloir et de fait de sa propre histoire... Oh, j'ai fait une rime là. Baudelaire. Ça vient seul. Le talent de l'enfant. Donc, c'est comme si sans le vouloir et contre sa propre volonté, dans un certain sens, elle va comprendre et analyser le problème que beaucoup de chanteurs et de chanteuses R&B des années 2000 vont avoir. C'est-à-dire qu'elle va le comprendre. Elle va le structurer, elle va le penser. Mais après, ça ne va pas se matérialiser parce que vous allez me dire, oui, mais elle, si elle a tout compris, si c'est Einstein du R&B, pourquoi alors, du coup, elle n'a pas de carrière dans le R&B? Ça, c'est parce que Christina vient à un autre côté. C'est-à-dire que elle a un côté... Des fois, l'histoire dont on va parler va un peu ressembler à Voici. C'est-à-dire qu'on va beaucoup entrer dans certains détails de la vie personnelle. Mais c'est parce que, justement, c'est aussi le côté de Christina Milian. Il y a des trucs comme ça. Et il y a aussi des trucs comme ça. You and I must make a pact. We must bring salvation back. Et donc, on va en parler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Et c'est le début, quoi. Alors, Christina, et on va le dire comme elle, c'est-à-dire qu'on le dit tous en cœur. Je veux que vous l'entendez dire Christina Milian. Un peu de sexy dans vos voix. Christina Milian. Voilà. Christina Milian, en fait. Donc, moi, je me suis un peu perdu. Bref. On va dire comme on connaît, quoi. Donc, Christina Milian est une chanteuse, donc et actrice que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'actuellement, elle a une relation avec un chanteur français. Mais le truc, c'est qu'à la base, faut savoir que, en fait, Christina Milian est une petite fille américaine qui vit dans le New Jersey. C'est une afro-latina, c'est-à-dire que ses parents sont originaires de Cuba. On repère très vite, en fait, qu'elle a un véritable talent, un petit talent vocal, un petit talent scénique, qu'elle est très jolie, la petite. Donc, ses parents essaient de la placer ici et là, un peu comme Tinashe dans certains films. Ça va plutôt bien se passer, mais le truc c'est qu'ils vont très rapidement se rendre compte qu'ils sont bloqués en fait. C'est-à-dire qu'il y a comme un mur qui se pose à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de racisme dans l'industrie à cette époque, notamment que quand ils se présentent en tant que latina. On regarde le visage, on voit Thalia, on voit Shakira, on va prendre Thalia et Shakira parce que elles sont beaucoup plus claires de peau. Quand elles se présentent en tant que noires, on regarde le nom et en fait son vrai nom, c'est Christina Flores. Donc quand il regarde le nom, il dit non, on peut pas la prendre, c'est de l'autre côté. Il faut qu'elle s'appelle Taquasha, Tankisha. C'est les noms des Afro-Américaines là, des Afro-Américaines du ghetto. Vous connaissez les noms un peu roots, un peu les noms qui sont comme les boîtes de concert que tu n'arrives pas à ouvrir. C'est-à-dire que c'est voilà. C'est un peu ce que les Afro-Américains ils veulent leur nom à eux. Et Flores, ce n'est pas assez black en fait pour elle. Donc ils vont avoir du mal à lui trouver des rôles parce qu'elle était un peu partagée entre ça. Et finalement sa mère va avoir l'idée de dire que mon nom à moi c'est Milian, donc on va te donner le nom Milian pour être ton nom de carrière. Et c'est comme ça que petit à petit, Christina va avoir plus de rôles. Et c'est vrai que ça change tout de suite en fait. Dès qu'on vous dit que son vrai nom c'est Christina Flores, vous avez tout de suite envie de dire Christina Miliana es una actriz y cantante qui a éxito multiplo éxito in la décade 2000. Je ne comprends pas. Tu mélanges un peu la fin, mais voilà, tu vois, vous avez compris le truc. Et j'ai fait espagnol, elle veut, il faut pas rigoler. Et très rapidement, elle va rencontrer un producteur absolument iconique, un producteur qui a marqué nos années, peut-être certaines de vos années aussi, il s'appelle Rodney Jerkins, et c'était ça.
Donc, elle commence à travailler petit à petit avec Rodney Jerkins. Elle écrit beaucoup. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on la prend en tant que petit talent. Elle a 16, 17 ans. Et elle écrit des chansons avec Rodney Jerkins. D'ailleurs, un mois, elle va vivre dans le même appartement que Rodney Jerkins en même temps qu'il va enregistrer l'album iconique de Brandy. Donc, elle va vivre là. Elle va commencer à travailler son truc. Elle va se faire repérer très rapidement par Def Soul. Def Soul, on en a parlé déjà. C'était dans la vidéo de Montel Jordan. C'était donc la section R&B que va créer Def Jam à la fin des années 90. Et il recrute Christina Milian et le premier single de Christina Milian, dans quelle vidéo on en a parlé? Je veux savoir dans quelle vidéo on a parlé de cette vidéo. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous voyez les vidéos sans bien retenir, en fait. Le premier single dans lequel on va entendre Christina Milian, on en a parlé dans la vidéo d'Ashanti. Et c'est important de le comprendre parce qu'en fait, je ne veux pas que vous regardiez les vidéos pour les regarder, en fait. Il faut retenir le squelette des vidéos. Et dans ces vidéos-là, le squelette était important à savoir que, à la base, la personne qui était censée signer chez Murder Inc., c'est Christina Milian en fait. Et c'est elle qui arrive avec ce titre-ci, qui sera un des premiers gros succès de Ja Rule. Donc c'est Christina Milian qui pose dessus. Elle est signée déjà, elle, chez Def Soul, pendant que Ashanti n'est que parolière. Et on n'est même pas encore sûr qu'elle va signer Ashanti à l'époque. Ashanti n'est même pas encore dans le paysage. Et Christina Milian arrive avec ça. Et donc, après le gros succès avec Ja Rule, Def Soul se centre un peu plus sur Christina Milian, c'est-à-dire qu'on l'envoie avec plusieurs producteurs en studio, on l'envoie en Europe et on commence donc à travailler son premier album. Mais ce qui est très important, ce n'est pas simplement le fait qu'on va travailler son premier album, c'est la direction artistique qu'on va vouloir donner à Christina Milian, qui à la base est donc urbaine, parce qu'à la base elle arrive avec Ja Rule, donc elle vient sur le côté très urbain, mais Def Soul veut une image plus pop, c'est-à-dire qu'ils veulent que leur label dans lequel il y a Cisco, Montel Jordan et tous les autres ait une image plus mainstream, et donc ils vont choisir Christina Milian pour avoir cette image-là donc de Janet Jackson, Britney Spears pop en fait, parce que Britney Spears c'était une version déjà très poppy de Janet Jackson et eux ils vont essayer d'appliquer ce modèle là chez Christina Milian qui était déjà une énorme fan de Janet Jackson en fait. Ils vont se dire on va essayer d'avoir ce qu'ils vont appeler eux-mêmes la Black Britney Spears, c'est-à-dire qu'une espèce de récupération de ce qui se faisait pour avoir eux-mêmes un certain succès, et le premier titre qui va sortir en single c'était ça. AM to PM est un titre pop avec des influences R&B et vous retrouvez très bien ce dont on vient de parler, l'influence de Janet dans la manière de danser, le bridge et tout. C'est-à-dire que vous retrouvez très bien ça et aussi l'influence de Britney Spears parce que c'est chez Britney Spears qu'on récupère le personnage très pop sucré de Janet, c'est-à-dire qu'on fabrique ce personnage pop sucré avec une audience très enfantine chez Britney Spears et dont ils vont eux s'inspirer pour lancer la carrière de Christina Milian. Mais il faut comprendre que ça ne prend pas de ouf aux États-Unis, à savoir qu'elle a un top 30, mais ce n'est pas un gros succès pour elle, c'est une espèce de succès d'estime à l'époque. En plus à l'époque, c'est-à-dire c'est une espèce de on voit à peu près qui tu es, mais c'est pas encore la folie. De l'autre côté, elle va enchaîner, elle va proposer ça en deuxième single. Et là, c'est encore, mais beaucoup plus dans l'esprit de ce dont je vous ai parlé. À savoir que la mélodie très enfantine, le refrain un peu nanardesque, le clip très girly, rappelle vraiment l'univers de Britney Spears de l'époque. En fait, c'est vraiment sur ce créneau-là qu'elle est vendue. Mais en fait, les Américains ne vont jamais, mais jamais, vraiment adhérer à ce personnage de Christina Milian, en fait. À savoir qu'ils vont bien se rendre compte que au début, on nous a vendu la meuf en tant que hood girl et elle était comme ça. Et ensuite, c'est elle qui joue les Britney Spears, les petites filles prudes qui chantent des chansons un peu pour enfants et ça donnait ça. Ils vont tout de suite comprendre que c'est fake et que c'est un coup marketing. Le label va essayer d'insister, on va la mettre en première partie des NSYNC. Donc pour continuer à la vendre sur cette audience très teen pop là, mais ça ne va jamais prendre. Et au final, ce qui va se passer, c'est que l'album va sortir en Europe. Il ne va pas être un gros succès, mais il va quand même sortir en Europe. Mais de l'autre côté, il ne va jamais sortir aux États-Unis. Et je veux vraiment que vous reteniez cette partie en fait. Le premier album de Christina Milian n'est jamais sorti sur le territoire américain parce qu'en fait, il y avait une dichotomie trop forte entre l'image du début et ce qu'ils ont vendu sur la suite. Et Christina va en parler et elle va s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire qu'ils vont dire que le label n'avait pas une image cohérente pour elle entre le premier single et la suite de ce qui va se passer. Donc l'album ne va pas sortir et elle de l'autre côté va avoir quelques collaborations, notamment dans Kim Possible, c'était ça. Il va y avoir un clip pour l'autre duo avec Ja Rule qui était censé être un autre single exploité de cet album, c'était ça.
mais finalement il va pas sortir. Et c'est aussi à cette période-là que, en fait, elle va rater sa marche, en fait. Parce que, à la base, encore une fois, elle était sur le créneau d'Ashanti. C'était elle la première princesse de Murder Inc. Quand vous regardez le premier album de Christina Milian, vous trouvez déjà Charlie Baltimore, vous trouvez déjà Irv Gotti. Et c'est entre le moment où ils vont marketer Milian en pop que Ashanti va commencer à avoir une relation sentimentale avec Irv Gotti, qui va donc la placer. Parce que Ashanti n'était vraiment pas vue, en fait. Même pour Always on Time, ce n'était pas Ashanti qui était censé chanter le refrain, c'était elle. Et c'est parce que Ashanti va avoir, donc voilà, sa relation avec le producteur, que tout va changer et qu'on va tout replacer sur sa personne. Et là, c'est pour vous resituer le contexte. Nous venons de faire entre 2000 et 2002. Elle a raté sa marche. Elle a eu quelques petits succès en Europe, mais elle n'est pas établie sur le territoire américain. Mais surtout, elle le comprend au point d'aller chez le label, se battre avec eux, leur dire que vous me vendez d'une mauvaise manière. Moi, je veux être rebrandé. Et au fil des années et des mois, elle va finalement entrer sur la conception de son troisième album, où elle va donc adopter une direction et un son plus urbain petit à petit, une transition totale au niveau de l'image. Elle qui était vendue en tant que pop star un peu fragile, elle va nous faire le truc, ça donnait ça. Quand Diplo va arriver, il va avoir un véritable raz-de-marée médiatique parce qu'en fait, elle va totalement, mais totalement changer son image pour avoir une image beaucoup plus sexy, beaucoup plus sensuelle. Le titre, en plus, c'est très drôle parce que c'est un titre pop R&B très efficace, mais il est écrit par quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, c'était elle. You see, this is more. Donc c'est Tidra Moses qui écrit Diplo, qui le donne à la dernière minute à Milian pour l'album et ça deviendra son plus gros hit. C'est sa seule chanson à être rentrée dans le top 5 aux États-Unis et en plus on a tellement de remixes de Diplo. C'est-à-dire qu'il y a des remixes de Diplo dans toutes les langues du monde. En français on a ça. En espagnol on a ça. La chanson cartonne et donc ça va lui donner quoi? Une petite légitimité. Parce qu'elle va leur dire, là vous me vendiez en pop, vous avez vu je galérais et tout, là d'un coup j'ai mon plus gros hit mondial grâce à ce titre qui est plutôt urbain. Donc je vais continuer dans cette vibe là. C'est ce vers quoi je vais me diriger au fil de ma carrière. Et elle va sortir en deuxième single ça. Ce titre, bizarrement, ne va pas marcher en fait. Whatever You Want, I Got It ne va jamais être un tube aux États-Unis. La chanson va se classer uniquement centième et ça va un peu freiner l'air. C'est-à-dire que à partir de ce moment précis, encore une fois, elle va pas avoir le full support du label qui va se dire sortons un troisième single, sortons une quatrième chanson. Globalement, It's About Time sera vendu sur une image beaucoup plus sexy, beaucoup plus mature. Elle dira qu'elle s'inspire de Janet Jackson, que c'est parce que Janet Jackson se renouvelait chaque air qu'elle aussi elle a voulu se renouveler pour cet album-là. Elle sera nommée au Grammy, elle fera la première partie de Usher et surtout là, ils vont commencer à de plus en plus la marketer en urban. Parce qu'au début, comme on l'en vendait en tant que pop star, à la J-Lo, Janet avec des influences un peu latines, ils avaient encore le souci de se dire qu'il fallait flatter cette audience latine. C'est pour ça que sur AM to PM, on a une version hispanique, c'était ça. Mais comme à partir de ce moment précis, on va commencer à la vendre de manière de plus en plus urbaine, on va effacer de plus en plus ce côté latina là pour la centrer sur le côté la quisha, la chicha, pour la centrer sur le côté chanteuse de vrai R&B en fait. Et elle va vouloir y aller et quand l'album It's About Time va simplement faire 400 000 ventes malgré le gros succès de Diplo, elle va se dire que c'est parce qu'elle n'est pas encore assez urbaine, donc elle va continuer à urbaniser son son. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui va l'encourager à le faire, c'était ce monsieur-ci. À ce moment précis, l'analyse de L.A. Reid est simple et franchement, elle est même géniale. Pourquoi? Parce qu'il comprend très bien une chose. Christina Milian est d'abord une pop star et donc on est en train d'essayer de la marketer, de la vendre au public R&B. Or, ça ne prend pas non plus de ouf parce que Diplo est bien sûr un tube, il est 5e au Hot 100, mais il n'est que 16e dans les charts R&B. En général, pour les chanteurs R&B, et vous le verrez dans la vidéo sur les radios,
c'est l'inverse. À savoir que les charts R&B te poussent, frère, vas-y, va leur donner. Les gens de la pop, là, ne sont réticents. Et après, ils te récupèrent parce qu'on t'a vraiment trop poussé, en fait. C'est comme ça que ça se passe pour la majeure partie des chanteurs de R&B. Dans le cas de Christina Milian, c'est l'inverse. Comme elle vient de la pop, bah, en fait, il y a une frilosité à jouer le titre, surtout que c'est un titre qui est un peu pop et tout. Et c'est aussi pour ça que Whatever You Want, qui était donc beaucoup plus urbain, ne va pas marcher. Parce que comme il est très urbain, il ne peut pas passer sur les radios pop de l'époque. Et de l'autre côté, les radios R&B ne veulent pas jouer Christina Milian, en fait. Et donc là, L.A. Reid va avoir une idée qui n'est pas banale. Il va prendre Christina Milian, qui vient de la pop, image teenage là et tout, et il ne va même pas la mettre avec des producteurs urbains. Il va la mettre avec des producteurs qui n'ont fait que du rap, en fait. C'est-à-dire que des mecs qui ne sont là que pour le hip-hop pour le moment, il va l'envoyer avec eux en se disant, ils sont en amont de quelque chose. Parce que je pense que si je te place avec eux, il va y avoir les prémices d'un son qui va m'aider, moi, à te stabiliser dans les radios urbaines et donc chez les fans de R&B. Parce que le problème de L.A. Reid, c'est que les fans de R&B aiment Christina Milian. Sauf que quand Christina Milian va arriver là-bas, en fait, on l'avait envoyé là-bas pour les premières sessions d'enregistrement de l'album. À savoir que les premiers producteurs avec lesquels on l'a envoyé en studio, c'était donc Cool and Dre, pour donner une espèce d'impulsion et voir ce que ça allait donner. Elle va travailler avec eux et finalement après ça, elle ne voudra plus travailler avec personne d'autre. Et là, vous vous dites pourquoi elle ne voulait plus travailler avec personne d'autre? Oui, l'amour, bien sûr. Christina Milian tombe amoureuse du producteur Dre, en fait, de l'un des deux producteurs de la formation. Donc, elle lui confie tout son album, en fait. C'est-à-dire qu'ils font l'album ensemble et le label, ça grince un peu des dents. Mais le single sort, ça s'appelle ça. Et bingo! D'un coup, Christina Milian va avoir une espèce de vrai hit R&B parce qu'en fait, la chanson C.I. qui est écrite par cette dame-ci, C.I. qui est écrit par Jasmine Sullivan, si vous l'écoutez, est très street en fait. C'est-à-dire que c'est même très rare de voir une chanteuse de cette période-là de faire du son aussi street aussitôt. C'est-à-dire que c'est vraiment très très street d'une chanteuse qui vient de cette époque-là. Elle le fait et en plus, elle va avoir un bel écho parce que C.I. va être 13e des charts R&B, 21e au Hot 100. C'est-à-dire que ce n'est pas le même succès que J.P. Glow, mais là, on voit qu'elle a un petit succès R&B. Ce qui va manquer, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas encore assez d'assises pour vendre son album. Et de l'autre côté, en fait, quand elle faisait tout ça là, il y avait quelqu'un dans la maison de disques qui lui avait proposé quelque chose. C'était donc le patron de la maison de disques, c'était ce monsieur-ci. Oui, c'est Jay-Z qui lui avait dit, en fait, je veux te donner une chanson. Cette chanson s'appelait SOS. Donc, il lui avait envoyé un titre et ça donnait ça. Il lui a envoyé ce titre en disant « Je pense que tu devrais le mettre sur ton album ». Christina Milian va refuser. Elle va refuser SOS. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont vous dire « Oui, mais pourquoi elle a refusé? Ça a marché chez Rihanna et tout et tout et tout. » Oui, bien sûr que ça a marché chez Rihanna. Maintenant que vous avez du recul et que vous avez vu toute l'histoire de Christina Milian, qu'est-ce que vous avez compris? C'est qu'en fait, elle était traumatisée. Au début, elle était urbaine. On l'a envoyée vers la pop, ça n'a pas marché. Du coup, ça lui a fissuré sa bassine urbaine. Et elle a passé beaucoup de temps maintenant à la récupérer. Elle a eu un premier succès avec J.P. Glow et elle s'est dit, je ne vais pas partir en fait. Je vais consolider ça parce que c'est vraiment là que je vais avoir un vrai cercle de fans. Donc, elle n'aurait pas pu se dire que je vais prendre SOS et refaire le sens inverse. Elle voulait garder une certaine cohérence. C'est pour ça qu'elle a fait l'album avec des vrais producteurs hip-hop. Alors, bien sûr, elle est tombée amoureuse, mais dans sa ligne, il y avait le côté de se dire, je veux vraiment garder un son très hip-hop. Sauf que Jay-Z lui propose SOS, elle refuse. Elle va aussi refuser cette chanson-ci. Et ce titre était écrit par Nio, donc on le propose aussi à Milian. Et elle va refuser les deux chansons en se disant que c'est trop pop. Là, je suis dans une bonne dynamique en fait. C'est-à-dire que je suis dans le hood, je vois que C.I. monte en radio, je veux faire l'album avec Cool and Dre, ils ont un nouveau son, je vais sortir mon album. L'album va s'appeler So Amazing, il va avoir comme deuxième single cette chanson-ci. Et là, je vais vous raconter ça comme à l'époque, en fait. À l'époque, j'étais sur les forums de R&B, en fait. Et sur les forums de R&B de l'époque, il y avait beaucoup de fanbase. C'est-à-dire que la fanbase de Usher, la fanbase de Faith Evans, de Mary J. Blige. Donc, du coup, tout le monde se moquait un peu de tout le monde. Mais c'était très bon enfant, en fait. Donc, du coup, on regardait comment Christina Milian revenait avec le son de Cool and Dre. Et donc, là, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'elle était en amont d'un son. On se disait, mais attends, peut-être que ça va marcher.
Sauf que la première semaine de So Amazing va faire simplement 60 000 ventes. Donc ce n'est pas ouf en fait. Elle n'a pas encore un public d'acheteurs d'albums parce qu'elle n'a pas encore construit. Donc c'est encore timide. Il faut imposer l'album sur le long terme. Et elle ne va jamais pouvoir imposer l'album sur le long terme. It was very urban. Thank you. I had a fan question. It was like, are you mad that you didn't get like tons of Grammys for this album, or people didn't appreciate that? I think people did appreciate So Amazing. I think probably what was the most upsetting is I didn't get the chance to push it the way that it needed, because within 2 weeks of that album coming out, my record label dropped me. Oh, wow. So yeah, and I was set to go on Tia. Et là, ça va être la catastrophe générale parce que une semaine après la sortie de So Amazing, on vient de communiquer les chiffres de vente en plus sur les formes de R&B. Tout le monde regarde. On se dit c'est pas ouf, mais bon, peut-être que sur le long terme, elle pourra avoir son disque d'or cette fois-ci. Ben en fait, Def Jam vire Christina Milian, et là c'est-à-dire que sur les formes de R&B ça va être une moquerie intense, mais vraiment les gens vont commencer à rigoler de ouf parce qu'en fait il y avait encore le côté est-ce que Christina Milian aimerait Beyoncé, qu'est-ce qui se passe, Ciara, voilà, il y avait encore le côté nous sommes en 2006 donc on essaie de savoir qui sera la reine, la queen et tout, et en fait Christina Milian se fait virer. Mais elle se fait virer par qui? Maintenant que vous avez vu les vidéos, bien sûr, elle se fait virer par Jay-Z. Et ça a rajouté au côté dramatique du truc, au côté où j'essaie d'avoir mon hit et tout, je vais peut-être concurrencer Beyoncé sur ses terres et tout. Mais en fait, c'est Jay-Z et Def Jam qui vont donc la virer, et avec des arguments clairs en fait. Tu as refusé SOS, on a donné ça à Rihanna. Tu as refusé Unfaithful, on a donné ça à Rihanna. Ça marche très bien pour elle. Toi, ça marche beaucoup moins bien, même si tu n'es pas un gros flop, ça marche beaucoup moins bien. Donc on te vire, tu te débrouilles, et nous on continue en fait. C'est une logique de label clair en fait. C'est même pas de la méchanceté, c'est en gros que, en fait, tu as fait un choix. Ça n'a pas marché, ou bien ça n'a pas marché aux espérances qu'on attendait, on se sépare de toi. Alors c'est très brutal parce que ça ne fait qu'une semaine que l'album est sorti, donc tu n'as pas le temps de le défendre, tu n'as plus rien à faire. Et c'est donc comme ça que So Amazing, le troisième album de Christina Milian, va être très rapidement abandonné. Il va faire 180 000 ventes, mais il n'y avait aucun environnement en fait. C'est-à-dire qu'elle va faire une émission télé après, 2-3 couvertures de magazines, mais c'est fini en fait, vu que le label n'est plus là. Vends tes choses là-bas si tu veux, mais il n'y a plus rien à faire. But And Say it I was a shocking. smash hit, so I don't even understand. Say I was a great hit. Yes. You know, that's why it was quite a shock for me. So, you know, the record label no longer backed it up. They didn't push it anymore. Yeah. And I was kind of like at a standstill Okay. trying to figure it out. But, you know, it was a great album, and I did still think that album has great potential. Okay. Or had. Elle va bien sûr très mal vivre cet épisode, dire que c'était hyper compliqué, pleurer le soir dans sa chambre. Et c'est un rejet en fait, c'est un rejet très brutal, surtout que il y a aussi une frustration, je n'ai pas pu défendre mon projet alors que j'avais quand même un hit 21e, peut-être que si j'avais sorti le deuxième single, c'est lui de la promo. Bref, il y a beaucoup de regrets et elle veut finalement abandonner la musique parce que de l'autre côté, elle fait le cinéma et elle s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire que cette fille, elle a toujours un job, elle est toujours dans le cinéma, de l'autre côté, elle fait toujours quelque chose à côté de tout ce dont je vous parle. Là, on parle de sa carrière musicale, mais elle fait toujours quelque chose à côté et elle veut arrêter la musique. Sauf qu'un jour, elle est dans un club et elle rencontre son idole absolue, Janet Jackson. Et elle commence à lui raconter tous ses problèmes. Elle dit que voilà, je voulais être comme toi, je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Vraiment, là, j'en peux plus, on m'a viré, voilà. La petite Florence est dans la détresse. Et elle raconte tous ses problèmes à Janet. Et Janet Jackson lui répond, et vous savez déjà comment Janet Jackson parle. You should not give up, baby girl. You should not ignore your music. Don't let them win. You see what happened to me at the Super Bowl. Don't let them win. Donc là, Christina Milian raconte qu'elle a un vrai réconfort. Cette rencontre, le fait que son idole la réconforte et lui dise n'abandonne pas alors qu'elle-même est dans la terreur avec le machin. Elle lui dit que non, on va se battre et tout. Elle reprend des forces et en plus, la prochaine fois où on va entendre parler de Christina Milian dans la musique, c'est quand elle va signer sur MySpace. Alors MySpace à l'époque fait un buzz formidable. C'est l'un des premiers gros réseaux sociaux. En plus, il mélange le côté musical. Donc le fait que Christina Milian soit une des premières artistes signées par MySpace fait un buzz de ouf. On se dit que là, elle va profiter de ces nouvelles technologies, de cette nouvelle manière de vendre la musique que eux ils ont. Elle va profiter de leurs différents réseaux et du fait que en fait, c'est un réseau social qui cartonne. Et elle sort très rapidement un premier single, ça s'appelait ça. Now if I'm lost at sea, 7 days I'm not alone. C'est une balade pop R&B qui montre très bien ses capacités vocales parce que on lui reconnaîtra très peu qu'elle sait chanter en réalité, mais c'est une bonne chanteuse et c'est une chanteuse qui connaît sa voix et c'est rare les chanteuses qui connaissent comment placer leur voix. Christina Milian a ce petit truc de savoir comment jouer avec sa voix et de savoir comment jouer petit à petit avec ses graves en fait. Ce n'est certainement pas Whitney Houston, elle a pas non plus une voix de ouf et ça peut devenir agaçant quand elle va très haut dans les aigus, mais le titre ne va pas marcher et vous savez déjà exactement pourquoi il ne va pas marcher. À savoir
savoir qu'elle n'a rien consolidé. Elle n'a pas non plus été une hyper pop star qui aurait fait que une balade comme Us Against the World aurait cartonné sur les charts pop juste parce que c'est Christina Milian. Et de l'autre côté, ce qu'elle voulait essayer de faire avec So Amazing, à savoir consolider un public urbain, bah ça n'a pas pris parce qu'on l'a viré trop tôt et donc il n'y a pas eu de consolidation avec le public urbain. Donc le titre va passer plus ou moins inaperçu et surtout en fait, MySpace même qui nous promettait beaucoup de choses, ils vont jamais, mais vraiment jamais s'en sortir avec le système musical américain en fait. Ils vont jamais avoir une proposition musicale cohérente qui puisse s'intégrer dans le très grand système musical américain et d'ailleurs ils n'auront jamais d'artiste qui va vraiment s'imposer sur la très grosse scène américaine. Mais l'album de Milian se façonne, on l'envoie en studio avec T-Pain, on l'envoie en studio avec Kanye West, c'était ça la chanson. You only love my diamond. Donc il y a de l'argent autour d'elle et surtout on l'envoie en studio avec l'un des gros producteurs de l'époque qui s'appelle The Dream. Ils vont commencer à travailler sur certains titres et très rapidement il va y avoir... Et donc là, d'un coup, c'est la résurrection médiatique de Christina Milian. Médiatique, mais aussi dans l'euphorie musicale, en fait. Parce que je vous ai dit sur les forums de R&B qui étaient encore assez puissants à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, elle sort avec The Dream. La meuf qui a galéré là va se venger en fait. Elle va se venger parce que très rapidement en plus, elle quitte MySpace. Elle se rend compte que MySpace n'arrive pas à diffuser ses chansons à la radio. Ils savent pas très bien comment gérer le système musical. Donc elle signe sur le label de The Dream. The Dream qui vient de produire les gros hits de cette fille-ci. Il a aussi produit pour elle. The Dream à l'époque fait la pluie et le beau temps de la musique urbaine en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui donne des hits partout et d'un coup, il se retrouve en couple avec la fille qui a été un peu méprisée par Def Jam et tout. Donc il y a une attention et les fans de Christina Milian commencent à dire que les gars, notre heure est arrivée en fait. On va vous donner hit sur hit. C'est notre ère là. Et en plus, c'était crédible parce que elle n'est pas une mauvaise chanteuse. Elle a une image. Les gens savent qui elle est. Donc on s'est dit bon, peut-être que là, il va se passer quelque chose. Et on va commencer à attendre donc que l'album de Christina Milian et de The Dream arrive. Ils vont faire des remixes ensemble, notamment la chanson de Kanye West, c'était ça. Ils vont beaucoup s'afficher. Il va même y avoir une listening party, c'est-à-dire que elle va inviter tous les gens du business pour écouter le fruit de son travail avec The Dream. Ça s'appelait Elop. Le titre de l'album était censé être Elop et on l'attendait notamment pour 2009. On avait des extraits de très bons titres en plus, comme celui-ci qui s'appelle Zipper, c'était ça. Ou encore celle-ci. À ce moment précis, il y a de l'attente, il y a de l'effervescence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose autour du couple entre The Dream et Christina Milian. Tout le monde en parle. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a disparu d'internet où on voit Usher, Brian Michael Cox et John Austin, plusieurs producteurs qui parlent de Christina Milian, pas toujours en des termes très fleuris, mais ils parlent du couple entre The Dream et Christina Milian. Les fans de Christina Milian se disent que là, les gars, encore une fois, on va gagner. Parce que c'est le son de l'époque. Et s'il a donné des prods à Beyoncé, à Mary J. Blige, à Usher et d'autres qui ont été des tubes, forcément à sa femme, il va donner le meilleur de lui-même pour qu'elle puisse mettre à terre toute la scène urbaine. En plus, il y a de très bonnes critiques. C'est-à-dire que à la sortie de la listening party, les gens qui sortent là et qui donc ont écouté l'album vous disent que il faut s'attendre à un très bon disque, qui a de très bonnes chansons et qui a même des choses qui sont assez novatrices dans le genre en fait. Donc, c'est le climat de l'époque, mais Christina Milian va tomber enceinte et petit à petit, ça va commencer donc à casser ce buzz parce que on va attendre, ça va pas sortir. The Dream petit à petit aussi va donner d'autres prods à d'autres artistes et petit à petit lui va passer de mode et surtout très rapidement le couple va se fighter. Christina Milian va découvrir sur internet que The Dream l'a trompé. Elle va le quitter et ça va donc être la première rupture malgré le fait qu'ils vont avoir un enfant ensemble. Mais Christina Milian a de la ressource en fait, elle a beaucoup de ressources et bien sûr ce qui est triste à ce moment précis c'est que les fans de Milian tombent de haut.
le fameux projet E-Lop qui était censé mettre à terre toute la zone urbaine ou urban pop tombe à l'eau parce que comme The Dream est accusé d'avoir trompé et que les rapports sont un peu tendus, l'album ne va pas sortir malgré tout le buzz qu'il y avait autour de ce projet à l'époque. Donc c'est un peu mis entre parenthèses, mais de l'autre côté, Christina Milian rencontre Jazz Prince. Jazz Prince, c'est le fils de James Prince, qui est le producteur de Rap Elot Records. C'est l'un des plus gros producteurs de rap de l'époque, en fait. Donc, elle le rencontre et encore une fois, il va y avoir... Il tombe amoureux. Et Jazz Prince commence de lui-même à travailler sur la carrière musicale de Christina Milian. D'ailleurs, il va y avoir pas mal de Ustream. Vous savez, il faisait des Ustream et je me rappelle, il y avait de très bons titres urbains qui faisaient ensemble de très très bons titres. Il y en avait un que j'avais posté sur mon blog de l'époque et c'était vraiment très bon. On n'a jamais eu la version finale, mais il commence donc à travailler pour Christina Milian et à la pousser. Et là où il va vraiment réussir son truc, c'est qu'il va réussir à faire signer Christina Milian en fin 2011. Une chanteuse qui n'a pas eu de succès depuis quasiment 7 ans. Il va réussir à la faire signer là. Oui, c'est Jazz Prince, donc le petit ami de Christina Milian de l'époque, qui l'a fait signer chez Young Money. Là, nous sommes en 2012 et c'est totalement inespéré. Christina Milian, qui vient donc d'annuler l'album avec l'un des plus gros producteurs de l'époque, signe sur l'un des plus gros labels de l'époque avec les plus gros artistes de l'époque. On a Drake, Nicki Minaj, Lil Wayne. C'est les plus gros artistes de la scène urbaine de cette époque-là. Et elle signe avec eux. On se dit, wow, le marabout de cette fille travaille. Il travaille jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que, en 2006, malgré tout, elle est en amont du son de Cool and Dre. C'est-à-dire que là, elle est vraiment, c'est la première chanteuse de R&B à avoir ce son-là. Ensuite, elle est mariée à The Dream, donc du coup, elle aurait pu avoir une ouverture. Et là, alors que c'était un peu dans les choux, elle se retrouve signée chez Young Money. On se dit là, elle va vraiment cartonner. Et très rapidement, en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Lil Wayne va à la radio et il nous annonce que, en fait, finalement, Christina Milian, c'est devenu sa femme. Le lendemain, elle va sortir cette chanson-ci. Un titre qui lui est dédié et on va découvrir au fil des mois que effectivement c'est fini avec Jazz Prince, qu'il avait donc fait signer chez Young Money et que finalement elle a décidé de se mettre avec Lil Wayne, qui va d'ailleurs faire un freestyle pour dire à Jazz Prince que ils n'ont pas le même niveau et que c'est lui qui mérite vraiment Christina Milian. C'était ça. I take your soul, I take your heart, I take your life, I take your Tina. Cette relation, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça la pousse de ouf et que finalement ça la porte, curieusement le buzz va commencer à être négatif en fait. C'est-à-dire que le fait qu'elle signe chez Young Money, qui aurait pu être la chance de sa vie de signer avec les plus gros artistes de l'industrie de l'époque, va devenir petit à petit sa malchance, parce que les gens vont dire qu'en fait, quand on regarde le parcours des relations de cette fille, on a l'impression qu'elle est toujours avec des producteurs qui sont plus ou moins en vue ou des hommes plus ou moins en vue de l'industrie pour les chansons. En gros, les gens vont dire que elle est avec Lil Wayne pour sa carrière. Ça, c'est le premier truc qui va lui être tissé comme procès. On va dire que là, elle est avec Lil Wayne parce qu'elle se dit qu'il va lui donner des hits. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que Nivea, qui est une autre chanteuse de R&B, va avoir du mal à comprendre ça. Alors, en plus, elles ont même la même structure de début de carrière. Nivea aussi a commencé dans les mêmes eaux que Christina Milian et finalement a été obligée de s'urbaniser sur la suite. Bref, mais en gros, ce qui se passe là, c'est que elles ont surtout le même historique sentimental. Et je vous conseille là de vous accrocher parce que ce n'est pas simple à suivre. Accrochez-vous. Alors, Nivea a été mariée à The Dream, avec lequel elle a eu plusieurs enfants. On est d'accord. Elle est aussi sortie avec Lil Wayne, avec lequel elle a eu un enfant. Donc là, c'est normal. Le truc, c'est que Christina Milian est aussi sortie avec The Dream, avec lequel elle a eu un enfant. Et maintenant qu'elle sort donc avec Lil Wayne, Nivea se demande, est-ce que cette fille me suit en fait? Est-ce que elle va aussi avoir un enfant et que du coup, nos enfants auront des relations un peu paradoxales ou un peu bizarres? Donc, Nivea va dans les médias et elle le dit. But you know, I haven't addressed her about it. Okay. I don't really care to. I just thought it was very, very crazy. So when you see him, how would you feel about that? Donc elle critique l'attitude sentimentale de Christina Milian, ce qui en rajoute au fait que les gens se disent que oui, non, mais Christina Milian doit chercher toujours à se placer dans ses relations en fait. Mais les deux s'en foutent. Christina Milian comme Lil Wayne s'en foutent. Ils vont remixer Drunk in Love pour dire que eux ils s'aiment de ouf. Ça donnait ça. Et pour bien montrer qu'ils s'aiment envers et contre tous, ils vont sortir un titre qui va s'appeler Start a Fire. C'était ça.
cette prestation, vous vous en souvenez peut-être, c'était censé être le culminant de la carrière de Lil Wayne et de Christina Milian, parce que là ils sont en couple et donc il a déjà fait des chansons pour elle, elle a fait des chansons pour lui. C'était censé être leur Beverly Hills en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient là censés marcher ensemble, machin, et nous on regarde et on applaudit et on aime. Et non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont passés sur scène et la prestation était objectivement, on va résumer ça comme ça, c'est-à-dire que la prestation était objectivement, je vais être poli. Voilà, c'est ça. Donc comme c'était une prestation, je vais être poli, tout ce qu'il y a eu autour, à savoir que le fait que les gens acceptaient mal leur relation, le fait qu'il y avait cette espèce de on s'en fout de ce que vous pensez, ils se sont mis à l'aise d'insulter. Et vous savez que dans ce genre de cas, c'est souvent la femme qui prend cher. Donc Christina Milian a pas mal pris cher. Et surtout ce soir-là, je pense que c'est ce soir-là qu'elle a cristallisé quelque chose de très triste dans sa situation, c'est qu'elle est devenue la copine de Lil Wayne. Alors que, et c'est encore là le drame de la carrière de Christina Milian, elle était arrivée là, elle avait fait un coup de force, un coup de maître. La meuf n'avait pas eu de hit depuis 8 ans. Elle n'a qu'un seul gros hit aux États-Unis. Elle signe sur le plus gros label hip-hop de l'époque. Il y a Lil Wayne, Nicki Minaj, Drake. C'est-à-dire qu'elle signe là et on se dit, bah en fait, il y a vraiment quelque chose. Elle a un coup à jouer. Et quelques mois après, parce qu'elle devient la copine de Lil Wayne, bah en fait, aux yeux du public, on l'a réduit à ça. Alors que stratégiquement, en termes de carrière musicale, elle avait encore une fois le bon filon en fait. Et depuis le début, si vous remarquez bien, elle a souvent le bon filon, Christina Milian. C'est-à-dire qu'elle flaire toujours les bons coups. Et à chaque fois, elle tombe dans cette espèce de truc de lovely, lovely. Et on retourne à la case départ. Cette case départ va être encore plus cruelle. Parce qu'effectivement, elle signe en tant qu'artiste chez Young Money. Mais à l'époque, comme elle devient la copine de Lil Wayne est en conflit avec qui? Il est en conflit avec son père spirituel, Birdman. Birdman est censé gérer Christina Milian, qui est la copine de Lil Wayne. Donc, de fait, il ne va jamais s'occuper de la carrière de Christina Milian. Et Christina Milian va donc faire 2 ou 3 ans chez Young Money sans avoir sorti une seule chanson, en fait. Alors, le fait qu'elle ait cette presse-là, qui va parler d'elle et qui va donc faire en sorte que certaines femmes noires soient là, oui, Christina Milian n'est pas ceci, elle n'est pas cela, mais qui va donc parler d'elle. Le fait qu'elle a en plus les lovely avec Lil Wayne, qui est un des rappeurs les plus populaires de son époque. Et le fait que de l'autre côté, la petite travaille, parce que là, on parle essentiellement de sa carrière musicale. Mais vous savez, et d'ailleurs, il y a un ami à moi qui l'appelle comme ça, always a job. Christina Milian a toujours un job. La fille travaille toujours. Donc, elle a toujours des petits jobs quelque part dans les séries télévisées. Elle est présentatrice à The Voice. Donc, elle a ses petits jobs. Elle a toujours sa petite célébrité, sa petite visibilité quelque part, en fait. Tous ces éléments-là réunis vont faire en sorte qu'elle ait sa propre télé-réalité qui va s'appeler Tina Turn Up. Un petit extrait, c'était ça. Terminator. She is a major crazy bitch. Et dans cette télé-réalité, comme vous vous imaginez, bien sûr, l'un des principaux drames sera que Lil Wayne l'aura trompée et qu'elle va pleurer devant la planète entière. C'était ça. I've never loved anyone the way that I love Wayne. Cette rupture va avoir du bon. Parce que c'est quand elle va finir les lovely qu'elle va revenir à la musique en fait. Et donc elle va revenir à la musique dans un projet indépendant. Et qui dit projet indépendant, vous savez maintenant, c'est que il y a très peu de moyens et il faut être très organisé en fait. Je veux vraiment que vous reteniez ça. Quand tu es en major, souvent il y a des gens qui te dirigent, il y a les LA, vous avez vu. Et quand l'artiste se retrouve très souvent seul, il y a des artistes qui y arrivent très bien. Je crois qu'on en a pas encore parlé, mais on va parler des artistes qui s'en sortent très bien en indé, qui ne font pas des ventes extraordinaires, mais ils savent que quand je vends 200 000, c'est comme si quelqu'un qui est en major a vendu 1 million en fait. Donc de fait, moi je m'en sors très bien. Il y a des artistes qui manient très bien ce système et Christina Milian va s'y essayer. Elle va proposer ça comme premier single. As long as we know what's up, what's up, what's up, yeah. Il y aura aussi une collaboration avec Snoop Dogg, c'était ça. Mais ce mini hippie va passer totalement inaperçu en fait. Il s'appelle For You. En mode, ça fait pas mal de temps que j'ai pas été là, donc je vous offre ça. Mais en vrai, il n'y a que 3 chansons. Un autre duo avec Lil Wayne, c'était ça. Et surtout, c'est un son très hip-hop trap de l'époque en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'elle reste en réalité sur sa ligne parce que depuis 2006, elle est très ghetto hood en fait. Sauf qu'elle a raté tellement d'opportunités. Elle a raté l'ère de Dream, elle a raté l'ère Lil Wayne. 10 ans sont passés, donc ça devient de plus en plus difficile. Et encore une fois, bah, elle est en indé. Et en plus, elle n'a pas les titres qui correspondent à sa voix. Alors Christina Milian, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et contrairement à ce que son image pourrait laisser penser, c'est quelqu'un qui gère très bien sa voix. Ça ne veut pas dire que c'est Whitney Houston, mais c'est quelqu'un qui contrôle très bien son timbre vocal sur des acoustiques comme ici. You at 3, where them things go? So you was only fucking me, lipstick stains all on your white tee. Trying to wash it off like a bitch wouldn't see. About to catch a murder in a 3rd degree. I don't know why you do this shit to me.
boy, it's obvious. Et c'est en ça que ça aurait été intéressant de l'entendre sur un album de producteur à la The Dream, en fait. Là, ce qui se passe, c'est que ces 3 titres qui vont un peu sur la tendance du moment, c'est un peu trop générique. Et en plus, elle a pas beaucoup de promos, elle fait quelques clips. Ça passe inaperçu. Elle se sépare de Lil Wayne. Sa télé-réalité aussi s'arrête. Mais surtout dans sa télé-réalité, pour moi, il y a eu un danger, en fait. Vous savez, quand vous êtes une chanteuse ou quand vous êtes quelqu'un qui est connu plus ou moins et que vous venez à la télé, c'est très important d'avoir un script. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que c'est la télé-réalité, mais c'est très important de savoir ce que tu dévoiles, en fait. Quand vous regardez les télé-réalités des chanteuses, je ne parle pas des gens qui viennent à la télé-réalité pour devenir chanteurs. Je parle des chanteuses, des Monica, Fantasia à la télé. Vous les voyez? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un petit souci, elles sont déjà en studio. C'est-à-dire que l'une cogne son pied sur la porte. Ouh, il faut que j'aille en studio pour confier ça. Oui, on est d'accord que c'est scripté, mais en vrai, ça donne une cohérence, en fait. Les fans qui regardent ça sont liés, ils écoutent les chansons, et après, ils peuvent aller acheter les albums, en fait. Et tu sais ce que tu vends, tu sais ce que tu dévoiles, et tu le vends dans un objectif précis. Christina Milian est venue à la télé-réalité comme n'importe quelle pop star, et en fait, elle dévoilait pas mal d'aspects de sa vie privée, mais surtout, il y a une scène qui, moi, m'a totalement marqué et qui iconise vraiment bien ce que je vous raconte. C'est le jour où elle s'est fait épiler la partie là à la télévision et qu'elle a montré ça à tout le monde. Ça donnait des extraits comme ça. Alors, je suis d'accord. Tout le monde, on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Je suis d'accord. Les filles de chez Instagram, les Instagrammeuses et tout ça montrent leurs fesses et tout. Mais, effectivement, Christina Milian, même si elle joue un peu les sexy, elle a quand même une image de sexy sans être dans le trash. Et j'ai trouvé que cette image-là, qui avait donc été montée, produite et diffusée à la télévision, était complètement ridicule comme beaucoup de scènes de sa télé-réalité. Pas tant parce que c'était choquant en soi, mais parce que en termes d'image, surtout quand tu veux vendre de la musique aux gens, il faut avoir une certaine hauteur. Pas te comporter comme n'importe quelle star de télé-réalité qui veut sa petite minute de gloire. Et dans cette émission, à de nombreuses reprises, on voyait bien qu'il n'y avait pas de direction derrière la télé-réalité de Christina Milian, en fait. Elle montrait juste sa vie, comment elle se battait avec sa mère, ce genre de choses. Mais il n'y avait pas de vision derrière et c'est vraiment dommage parce que je pense que alors que c'était censé la rebooster et lui redonner une certaine popularité, ça l'a beaucoup au contraire ringardisé et même ghettoisé en fait. C'est-à-dire que quand on voyait Christina Milian, il y avait un certain côté de mystère, même si effectivement on la voyait avec certains rappeurs, il y avait ce côté un peu mystérieux. Dans sa télé-réalité, elle est devenue un peu une fille, voilà, comme tout le monde. Et je trouve que la manière dont elle est devenue une fille comme tout le monde, avec son anus qu'on voit à la télévision, ou les fois où elle se bat avec sa mère, bah en fait, ça a beaucoup plus fragilisé son image qu'autre chose. Et depuis, donc, elle s'est beaucoup reconvertie dans des films, des séries télévisées. On l'a plus beaucoup revue dans la musique, à part bien sûr dans le clip de son dernier amoureux, c'était ça. Oui, je sais que certains attendaient qu'on parle de lui, mais le bra n'a pas d'incidence sur la carrière de Christina Milian. Alors, ils sont en relation depuis environ 2 ans, mais ça n'a pas d'incidence musicale. Oui, quoi? Oui, j'ai dit le bra, pourquoi? Non, oui, j'ai dit, vous n'achetez pas vos choses à Clignancourt? Enlevez un peu vos t-shirts, vous me dites, est-ce que vous n'achetez pas aussi vos habits à Clignancourt? Ce que vous portez là, ce n'est pas aussi chinois? Alors, dire que quelqu'un ait une version Clignancourt, c'est aussi bien? Nous tous on va à Clignancourt. Non, ne commencez pas là. J'ai dit le bra. Non, on dit bra, voilà. Donc mon bra n'a pas d'incidence musicale sur la carrière de Christina Milian. Elle a fait 1 ou 2 featuring assez mineurs depuis, mais du coup ça n'a plus d'incidence vraiment sur sa carrière musicale. En revanche, je trouve que la carrière musicale de Christina Milian est intéressante. Pourquoi? Parce que si vous avez fait le comparatif avec toutes les chanteuses dont on a parlé depuis le début, en réalité, Christina Milian a compris le problème ou alors a été forcée de comprendre le problème que beaucoup vont avoir après très tôt en fait. En 2006, Christina Milian est déjà dans un son hyper strict. Alors effectivement, ça se passe assez mal avec Def Jam. Jay-Z et L.A. Wade finissent par s'en séparer parce que je pense aussi que sa relation avec Dre a beaucoup joué dans les interactions avec le label. Mais elle a le bon bout sur ce coup-là. Elle aura encore le bon bout avec The Dream. Elle aura encore le bon bout avec Lil Wayne. Et en réalité, finalement, malgré elle, elle ne va jamais quitter ce son très strict-là que les autres vont adopter par la suite. Parce que si vous regardez bien sûr les chanteuses de cette génération-là, très peu sont aussi strictes que Christina Milian en 2006. Mais vous avez vu, elle avait le problème inverse. Elle avait le problème de se dire que il faut que je sois très crédible auprès du public R&B, mais elle l'a eu avant elle. Et c'est symptomatique si vous comparez avec Rihanna en fait. Elle avait SOS avant Rihanna. Elle avait Unfaithful avant Rihanna, donc c'était des titres hyper pop. Elle les refuse. Et maintenant, si vous comparez Anti de Rihanna et vous comparez So Amazing de Christina Milian, bah vous allez voir que en réalité c'est le même son. C'est-à-dire que Rihanna a fait tout ce parcours-là pour se retrouver en 2006 dans l'idéologie parce qu'il fallait revenir de nos jours à un son très strict en fait. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais quand vous écoutez des titres comme ça,
Bien sûr que le son est de 2006, mais l'esprit du son est très très urbain et donc aurait très bien pu correspondre à l'ère actuelle en fait. Le deuxième truc de cette carrière musicale, c'est la base, le truc du début. Et ce truc du début, c'est quoi? C'est que c'est une latina et qu'en réalité musicalement, hormis sur AM2PM au début parce que c'est un son pop donc c'est facilement convertible en espagnol, elle a très rarement joué sur ces fibres latinas en fait. Elle était tellement obsédée parce que c'était son problème de base par le fait de convaincre les fans de R&B et les fans hood que en fait elle n'a pas joué sur le côté très latina comme J-Lo et qui sert beaucoup à Jennifer Lopez. Et d'ailleurs c'est ce que je pense qu'elle devrait faire parce qu'aujourd'hui elle a 37 ans, elle va arriver à la quarantaine. Donc comme beaucoup de chanteuses R&B mainstream de cette époque-là, ça va devenir dur, voire totalement impossible de revenir sur le mainstream. En revanche, ce que je pense qu'elle peut faire, c'est qu'elle devrait absolument sortir un album en espagnol. Parce qu'effectivement, l'espagnol cartonne et que c'est un créneau dans lequel elle commence à développer une vraie communication en fait. Elle répète maintenant dans les interviews qu'elle est afro-latina et tout ce genre de choses. Il faut qu'elle se dirige vers ça. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément donner d'immenses succès commerciaux partout dans le monde, mais c'est un public qui stream. Et il faut savoir qu'un album platine chez eux, c'est environ 100 000 ventes sur le territoire américain en fait. Donc les succès commerciaux d'un album hispanique ne sont pas les mêmes que ceux d'un public anglais. Tu vises une niche certes, mais vous avez vu au fil des vidéos que la niche, c'est ce qui te permet de rester sur le très long terme en fait. Donc je pense que Christina peut encore, si elle se donne les moyens, construire quelque chose avec un public latino. Pas effectivement devenir une superstar à la Shakira, c'est pas ce que je vous dis, mais avoir une petite audience, faire au moins un album en espagnol, elle se doit de tester ça. Parce qu'en plus, c'est une lyrique soprano, ça veut dire qu'on peut faire pas mal de choses avec sa voix. Alors il y a ce petit truc nasal qui fait que quand elle pousse très haut, ça peut devenir un peu désagréable, mais elle sait gérer sa voix, encore une fois, elle s'en sort plutôt pas mal. Back and forth with that drama. Bitches adding more bullshit. And I'm just counting your condoms. Bon, je pense que si elle veut revenir dans la musique, elle devrait peut-être un peu oublier le R&B et le hip-hop quelque temps et essayer de voir comment elle peut s'en sortir avec le public hispanique. Parce qu'en réalité, comme vous avez vu, en fait, elle a pas une grosse carrière. Son premier album n'est pas sorti aux États-Unis. Le deuxième, c'est environ 400 000 ventes aux États-Unis. Et le troisième, vu qu'il a été complètement ciselé au début de la promo, il a fait 160 000 ventes. Donc, Christina Milian, c'est beaucoup plus une image et elle doit se servir de cette image-là pour essayer de conquérir le public latin. À titre personnel, pour moi, sa plus grosse erreur, c'est la non-sortie de l'album avec The Dream. J'ai 34 démos de l'album E-Lop, c'est-à-dire que 34 chansons du disque. Et en fait, il faut savoir que même récemment, Billboard, un journaliste de Billboard Magazine, a tweeté en disant que c'était un des meilleurs albums de la décennie qui n'est pas sorti en fait. Alors vous savez qu'il y a un fantasme souvent sur les albums qui ne sont pas sortis, les albums in release. Les albums qui ne sont pas sortis officiellement ont souvent chez les journalistes musicaux ce petit côté fantasme en fait. Mais je pense vraiment que The Dream lui a livré quelques-uns de ses meilleurs travaux comme ici. Souvent c'est pas abouti, mais vous voyez vraiment qu'il avait un véritable travail derrière et le fait qu'elle ait annulé ça, je pense vraiment que ça a été à ce moment précis que sa carrière n'aurait plus jamais pu redécoller. Elle aurait sorti cet album, c'est sûr, elle aurait pas fait les chiffres de Beyoncé, mais je pense quand même qu'elle aurait eu au moins 500 000 ventes sur cette période-là parce que c'était le son de l'époque, elle avait l'image et surtout le single Zipper, là. Zipper, non, c'était un tube de son époque en fait, c'est un tube manqué et à jamais manqué, c'était ça. People still request to this day the song called Zipper. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de la carrière de Christina Milian, de ses choix artistiques, de ce qui s'est passé sur sa direction artistique, de comment ça s'est passé chez Def Jam. Est-ce que vous aimiez Christina Milian? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous l'aimez mieux aujourd'hui? Et surtout, si vous voulez faire vos petits commentaires misogynes, rappelez-vous que si c'était un homme qui était sorti avec plusieurs femmes de l'industrie, tout le monde l'aurait pris pour un dangereux. Moi, je ne pense pas qu'elle soit sortie avec ces mecs-là pour avoir des chansons. Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, effectivement, elle est tombée amoureuse et à chaque fois, ça s'est plus ou moins mal passé pour elle. Mais je pense que si elle était une femme qui sortait avec les hommes pour les chansons, en fait, elle les aurait sorties, en fait. Sauf qu'elle les a jamais exploitées vraiment jusqu'au bout. Donc, je ne pense pas que cette logique-là soit la bonne. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de sa carrière, de cette analyse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à participer au Tipeee parce que la plupart des vidéos, encore une fois, ne sont pas monétisées. Vous pouvez faire le Tipeee là en bas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Oui, Matt, tu es là. Oui.
Non, oui, ils sont partis. Non, non, je suis content que tu aies vu la vidéo. Non, toi aussi, tu as vu, non, je ne t'appelle plus. Non, comment, je ne t'appelle plus, Kinyankou. Non, tu as tué mon bras maintenant. Non, c'est passé, bras. Déjà, pourquoi tu prends mal Kinyankou? Moi, je vais à Kinyankou. Les gens qui te disent qu'ils ne vont pas à Kinyankou, nous tous on y va, donc tout le monde aime Kinyankou. Comment est-ce que tu... Des fois, les gens n'aiment même pas l'original. Combien de personnes ont l'original, frère? Toi aussi. Ne prends pas les choses mal. Oh, oublions les problèmes. Oh. Non, moi, je voulais te parler, frère. Je voulais te dire que là, comment on est tous les deux. Tu as vu, je ne t'appelle plus. Oh, les frères, l'enfant qui va naître là, même moi, je serai tonton. Dès que l'enfant est né, nous tous on est américains. C'est-à-dire que dès que je sais déjà que, voilà, nous tous on peut voyager tranquillement. Dans ce genre de moment, voilà. Je voulais te parler, frère, parce que je sais que tu es un frère qui comprend les choses. Si tu peux dire à Christina Milian, tu dis quand ça se passe bien là, tu es en train de... Ah, tu vois, à ce moment précis là, tu dis qu'il faut qu'elle chante la chanson Zipper. Il faut qu'elle chante la chanson Zipper et qu'elle mette Fabulous dessus for the culture. Tu vois, c'est juste ça. Pour ce petit message, franchement là, non, tu vas faire des heureux en fait. Non, le bébé, ton bébé sera magnifique. Ton bébé est déjà béni. Non, frère, je te dis que je savais que tu allais accepter. Les gens parlent de toi, ils parlent de Kopi Kinyankou comme si eux-mêmes s'habillent avec les originaux. Je ne comprends pas ce genre de choses. Bref, non, j'étais content, je savais que tu allais accepter. On est tous tontons et tantines ce soir. Tu es a real one, j'ai toujours dit. Sors Zipper, frère. Zipper avec Fabulous. Fabulous. Il dit ça au début. Et ensuite encore, après le bridge, tu connais le moment là, non? Dès qu'elle fait le bridge, il rappe et tout, après il dit, yes, Paris friend. N'oublie pas de lui dire ça, il dit, Paris friend. Yeah. Non, on va kiffer, frère. Non, on s'appelle, frère, on s'appelle. Porte-toi bien, garde-les bien aussi.